J'appuyai mon épaule contre la vitre fraîche, me préparant à l'incision, le poids de l'incision tirant sur mon ventre. Ma blouse d'hôpital était ouverte dans le dos, et la fine couverture drapée de façon inconfortable sur mes jambes ne parvenait pas à masquer les tubes et les fils qui me reliaient au moniteur de l'autre côté de la pièce. Des jours s'étaient écoulés depuis que le scalpel du chirurgien avait tranché muscles et tissus pour éliminer la menace qui s'était logée dans mon abdomen. Des jours de douleur, des nuits délirantes ponctuées de bips d'appareil, une solitude ponctuée seulement par les visites des infirmières. Et pourtant, même dans cet état de vulnérabilité, je m'accrochais encore à l'illusion d'être en sécurité jusqu'à ce que je les aperçoive en bas, sur le parking, qui s'étendait comme une grille grise sur l'asphalte humide. Ma femme se pencha vers mon frère. Au début, je crus qu'elle l'aidait à ajuster son col ou qu'elle examinait une égratignure sur son avant-bras. Mon cœur battait la chamade, certain que l'amour exigeait une telle tendresse face à mon récent traumatisme. Mais lorsqu'elle se releva sur la pointe des pieds, ses doigts fins enveloppant sa nuque et sa tête s'inclinant à son tour, je compris à quoi j'assistais. Ce baiser n'était pas le baiser d'affection familier, mais un effleurement profond et persistant de lèvres qui exprimait passion et trahison. Je ne criais pas. Je ne brisais pas la vitre. Au lieu de cela, je laissais le poteau osciller latéralement, tandis que je pivotais pour m'éloigner de la vitre. Ma respiration était calme, trop calme. J'avais répété le texte que je dirais si Marin avouait une liaison. Mais je ne m'étais jamais préparé à la précision de ce moment, à la façon dont mon esprit compartimenterait la douleur en un plan mesuré. Je me laissai retomber sur le lit, ajustant l'oreiller derrière moi jusqu'à ce que le bourdonnement rythmique du respirateur paraisse lointain. J'attrapai le téléphone sur la table de chevet et composai le numéro de mon avocat de ma main indemne. « Salut, Mason. » Ma voix était ferme, posée. « C'est Carvé. Il faut qu'on parle. » Et doucement, sans aucune complaisance, sans aucune supplication dans mon ton. Juste l'affirmation plate d'un homme qui avait déjà calculé sa prochaine action. J'appuyai la tête contre l'oreiller, fermant les yeux en écoutant la sonnerie. Chaque écho de la tonalité résonnait comme le tic-tac d'une horloge. J'avais l'intention de m'arrêter. Lorsque Mason répondit enfin, je restai bref. « Pouvez-vous passer à la chambre 417 ? Dans 15 minutes, je vous tiendrai au courant. » Je raccrochai et reposai le téléphone avec une douceur délibérée, comme si je craignais de déranger l'atmosphère chargée qui m'entourait. La porte s'ouvrit et une infirmière jeta un coup d'œil, presse-papier à la main. Elle m'adressa un sourire chaleureux qui n'atteignit pas ses yeux. « Tout va bien, monsieur Carvé ?» demanda-t-elle d'une voix plus aiguë que nécessaire. J'acquiesçai et réussis à esquisser un sourire crispé. « Je me repose. » Merci. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre, puis à mon lit, et, avec une courtoisie professionnelle, redirigea ses questions vers mes constantes. Je la laissai enregistrer ma tension artérielle et ma saturation en oxygène, toutes dans les limites normales, comme si les trahisons du cœur n'y étaient pas enregistrées. Une fois parti, je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Mon regard se porta à nouveau sur la fenêtre, mais le parking était vide. Marin et Silas s'étaient éclipsés, sans doute attirés par cette même peur qui me parcourait les côtes. Les preuves avaient disparu, mais je ne doutais pas de mes yeux. Je tournai la tête vers la pièce et examinai chaque détail. La caméra dans un coin, le bouton d'urgence à ma table de chevet, le fin rideau capable de dissimuler 1000 conversations. Tout ici était conçu pour la surveillance, pour détecter les anomalies. J'allais tout tourner à mon avantage. Mes doigts planèrent à nouveau sur le téléphone. Mason ne pouvait pas faire grand-chose sans preuve. Pour les tenir responsables, il me fallait plus qu'un souvenir. J'avais besoin de documents, de captures d'écran, d'enregistrements vidéo, d'aveux enregistrés. J'imagine cacher des enregistreurs sous la table à manger, mettre à jour mon système de sécurité pour obtenir un accès à distance, synchroniser des données avec des comptes cloud inviolables. Si la trahison était la maladie, les preuves seraient mon remède. Mes pensées dérivaient vers le fil du rasoir de ma propre vulnérabilité. Pendant 4 jours, j'étais resté allongé là, saignant, tel un patient sous surveillance. Ils avaient vérifié mes constantes, administré des analgésiques, proféré des platitudes encourageantes. Mais pendant que j'étais allongé sur le dos, Marin était tombé dans les bras de quelqu'un d'autre. Mon corps se remettait de son opération, mais ma confiance avait été à nouveau ébranlée. Et maintenant, j'allais devenir le chirurgien, décortiquant chaque mensonge jusqu'à ce que la vérité soit mise à nu. Je fermais les yeux et repensais au chemin du retour, au court trajet en voiture, au hall familier, au salon où d'innombrables souvenirs avaient été créés. Je pouvais presque sentir la légère trace de lavande de la bougie préférée de Marin, l'odeur de menthe de l'eau de Cologne de Silas. Il me croyait impuissant, mais j'étais déjà en train d'élaborer mon plan. Dans 15 minutes, Mason arriverait. Je lui exposerais la scène dont j'avais été témoin et la stratégie à adopter. Puis je quitterais cette pièce,
non pas en victime blessée, mais en homme convaincu que la guerre avait déjà commencé. 20 minutes après la fin de l'appel avec Mason, la porte de la chambre 417 s'ouvrit à nouveau. J'étais en train de réajuster mes exercices de respiration. Inspiration lente, expiration lente. Lorsque Marin entra, les bras chargés de marguerites éclatantes et de tulipes jaunes, elle sourit, cette expression de pratique que j'avais autrefois prise pour de la chaleur, et déposa le bouquet dans un vase sur la table de chevet, arrangeant les fleurs avec la précision de quelqu'un qui répertorie chaque détail pour référence ultérieure. « Chérie », dit-elle de ce ton réservé aux petits désagréments et aux triomphes du quotidien. J'ai pensé que ça pourrait égayer la pièce. Son regard se porta sur le poteau, sur les tubes scotchés sur ma main, sur la légère éruption cutanée, mais sa voix était impassible, sa posture impeccable. Elle semblait plutôt soulagée, comme si s'occuper de moi à l'hôpital l'avait en quelque sorte apaisée. Je l'observais, la jaugeais. Je ne me précipitais pas pour prendre les fleurs ni la remercier. Au lieu de cela, je laissais un demi-sourire langoureux se dessiner au coin de mes lèvres, le même sourire que j'affichais quand je voulais lui faire croire que sa présence était tout ce dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau. Entière. Ils sont magnifiques, dis-je par communication vocale. Je me décala suffisamment pour signaler que le compliment appelait une contrepartie. Elle hocha la tête, joignant les mains devant elle comme une débutante à son premier bal, puis s'éclaircit la gorge. J'ai aussi quelque chose de Silas. Il est passé avec ton smoothie préféré. Avant que je puisse répondre, Silu le poussa derrière elle, tenant en équilibre 2 tasses dans un sac en plastique. Il s'approcha avec cette gaieté exagérée qui trahissait des sentiments réitérés. Yeux brillants, sourire juvénile, sourcils arqués d'une fausse inquiétude. Je me suis dit que tu aurais besoin d'une bonne dose de verdure, dit-il en déposant bruyamment une décoction de choux frisés et d'épinards sur mon plateau. Il tapota le couvercle et rit, mais le son était cassant, comme une imitation qui craquerait sous la pression. Il se pencha en avant, scrutant le bleu qui marquait encore ma joue depuis une chute de la veille. Une de ces nombreuses questions inquiètes, fabriquées pour les apparences. Fais-moi signe si tu as besoin d'autre chose, grand frère. Je l'ai regardé échanger un regard. Les yeux de Marin croisèrent Silu dans un langage intime et complice, et je sentis ma poitrine se serrer. L'infirmière entra dans la chambre, presse-papier à la main, comme si elle était sur cul, et nous accueillit avec une joie clinique. « Monsieur Carvé », dit-elle en s'adressant à moi en tapotant son stylo sur le papier. « Vous avez le meilleur soutien que j'ai jamais vu. Des fleurs, des smoothies, des repas faits maison, un frère dévoué. Que demander de plus pour un patient ?» Elle sourit et le laissa pendre, comme si elle croyait que ce tableau d'harmonie familiale accélérerait ma guérison. Je lui rendis son sourire, un lent et calculé arc de lèvres qui dissimulait la colère qui bouillonnait en moi. « J'ai de la chance, dis-je, et même si ces mots me semblaient mentir, je les laissai échapper. Au fond de moi, je n'étais plus le patient vulnérable luttant pour sa guérison. J'étais la sentinelle qui les avait tous deux marqués. Marin avec son regard innocent et ses pâquerettes éclatantes, et Silas avec son smoothie et son rire faux. Il pensait que c'était Raproman qui, après mon opération, pourrait ressouder notre famille brisée grâce à la gentillesse. Mais je ne voyais que des menaces s'effilocher. Une fois l'infirmière partie, je vis Marin s'asseoir dans le fauteuil des visiteurs, lissant sa jupe et croisant les mains sur ses genoux. Elle inclina la tête comme pour montrer qu'elle écoutait, attendant que je demande quelque chose, des analgésiques, une couverture, un bouton d'appel. Mais je restais immobile contre les oreillers, observant la lumière de l'après-midi filtrée à travers les rideaux, projetant des ombres sur son visage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent. J'entendais presque le calcul dans son esprit. Devais-je m'excuser? Devais-je exprimer une tristesse évanouie? Devais-je prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu? Au lieu de cela, elle garda le silence, comme si elle croyait que mon silence était la réponse appropriée. Silu planait près d'elle, se balançant d'un pied sur l'autre, symbole d'un remords hésitant. Il jeta un coup d'œil au smoothie, puis aux fleurs, puis à moi. Alors, dit-il d'une voix caverneuse, ton beau-frère veut t'aider pour n'importe quoi. Je peux rester, t'aider avec la télécommande, ou, tu sais, te tenir la main. Il me tendit une main raide, le genre de main qu'on aurait voulu serrer, mais qui n'était pas vraiment chaleureuse. Je regardais les tendons de son poignet se contracter comme s'il était prêt à revenir sur sa décision à tout moment. À ces mots, Marin se pencha enfin en avant. Un mouvement unique qui brisa la parfaite symétrie de sa posture. Ses yeux, ces mêmes yeux si libres de toute honte 20 minutes plus tôt, brillaient maintenant d'une lueur que j'ai presque prise pour de l'inquiétude. « Tu devrais peut-être boire ce smoothie, suggéra-t-elle, histoire de reprendre des forces. » Les mots étaient doux, mais leur tranchant me transperça. Je réalisais alors avec quel soin ils avaient préparé toute cette visite. Le timing, les accessoires, les propositions d'aide toutes faites.
Je ne leur devais rien. Je tendis la main, pris le gobelet en plastique et portai la paille à mes lèvres. Je bus une lente gorgée, les regardant tous les deux dans les yeux, tandis que le liquide vert coulait dans ma gorge. Ils guettaient mon visage à la recherche d'un signe de faiblesse, avide de confirmation, d'une larme, d'un aveu de gratitude. Au lieu de cela, je sentis une vague de détermination m'envahir. Je recrachai la dernière goutte dans le gobelet, puis le posai avec précaution. « Merci », dis-je d'une voix douce mais ferme. C'était attentionné. Dans le silence qui suivit, je laissai mon esprit s'agiter en pensant aux étapes à suivre dès mon départ. Je commencerai par créer des sauvegardes de mes appareils, téléphones, tablettes, ordinateurs portables, tous les services cloud impossibles à effacer par un simple changement de mot de passe. J'améliorerai les caméras de ma maison, installerai des enregistreurs dans la voiture, des enregistreurs de frappe sur les ordinateurs partagés. Je sentais déjà le pouls de la surveillance dans mes veines. Si la trahison était la maladie, l'épreuve serait mon remède. Marin et Silas m'observaient, espérant un soulagement, peut-être même une réconciliation. Ils ignoraient que j'avais déjà cartographié le réseau de mensonges qu'ils avaient tissé, remonté la piste de leur mot de passe secret, intercepté le langage codé de leur SMS. Alors qu'ils croyaient participer à une démonstration de bienveillance, je préparais le terrain pour leur démasquage. Je m'adossai aux oreillers et fermai les yeux, laissant échapper un soupir de satisfaction. Ils resteraient bien plus longtemps, offrant d'autres sourires, d'autres fleurs, d'autres smoothies. Ils nourriraient l'illusion de la solidarité familiale jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire semblant. Et lorsqu'ils partiraient, comme ils le feraient sans doute, ils laisseraient derrière eux une chambre d'hôpital chargée de preuves. Les traces de leur visite enregistrées par les caméras de sécurité du couloir. Les conversations enregistrées par l'assistant numérique. J'avais discrètement activé les traces de données les reliant à ce moment de trahison. L'infirmière reviendrait, vérifierait à nouveau mes constantes et remarquerait l'amélioration de mes résultats. Elle remarquerait la légèreté de l'ambiance dans la pièce, mais pendant ce temps, les murs absorberaient chaque murmure, chaque demi-vérité, chaque excuse soigneusement formulée. J'avais transformé la maison de guérison en une forteresse de documents, et personne, pas même ma famille la plus proche, ne pouvait y pénétrer sans laisser de traces. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, Marin m'adressa un dernier sourire pincé. Silu fit un signe de la main, et la porte se referma derrière eux. Je laissai le silence s'installer, tempéré par le bourdonnement régulier des machines et les pas lointains dans le couloir. J'ouvris les yeux et, pour la première fois depuis mon réveil dans ce lit, je ressentis une vague de lucidité. Le patient passif avait disparu. À sa place se tenait un homme armé de savoir, de détermination et de la froide promesse d'un châtiment. Et tandis que le soleil baissait dans le ciel, projetant de longues ombres sur le sol, je sus que ma guerre se jouerait en murmures, en enregistrement et sous le regard fixe de caméras cachées, jusqu'à ce que chaque mensonge soit révélé. La nuit drapait la salle d'ombre tamisée, tandis que les plafonniers s'atténuaient pour le soir, ne laissant que la douce lueur de mon écran de chevet et le scintillement tamisé de la télévision dans un coin. Marin et Silas s'étaient installés confortablement dans cette pièce à demi-lune. Elle était perchée au bord du fauteuil inclinable, sa posture impeccable. Pinçant les lèvres pour exprimer une inquiétude polie, il s'affala sur le canapé des visiteurs. Un bras en travers du dossier, comme s'il possédait chaque centimètre carré de cet espace. Le léger bourdonnement du respirateur soulignait leur conversation chuchotée, mais ils se croyaient seuls et en sécurité. Ils avaient tort. J'avais attendu cette nuit. Tandis que le soleil se couchait derrière les fenêtres et que le silence régnait dans les couloirs, je restais immobile sous les draps, craignant l'épuisement, chaque muscle prêt à affronter le moment où je mettrais fin à leur dernière menace. Mon téléphone était caché sous mon oreiller. Il hurlait, sombre et discret. Sur mes genoux, l'ordinateur portable était ouvert, prêt comme un complice. J'avais configuré AirDrop plus tôt. Mon téléphone transmettrait leurs messages privés directement sur le MacBook Pro de Mason. Mon rythme cardiaque était régulier, contrôlé. Des années de stratégie juridique m'avaient appris que le timing était primordial. Marin se pencha pour régler le volume de la télévision, son doigt planant sur la télécommande. « Monte le son », murmura Silu d'une voix basse et intime. Je l'ai laissé parler, les mots tombant dans ma périphérie comme des fragments de papier peint, insignifiants pour un étranger. Puis le sourire de Marin s'illumina lorsqu'elle consulta son téléphone. Son pouce défila avec son aisance habituelle. Je vis l'écran s'incliner vers Silas. Il se pencha, lisant par-dessus son épaule, ses lèvres esquissant un sourire satisfait. Il pensait qu'on ne les voyait pas. J'appuyai sur l'icône de partage dans mon menu caché et sélectionnai le MacBook Pro de Mason, lançant le transfert. Une petite invite clignota sur l'ordinateur portable. En cours.
Je regardais la barre de progression défiler sur l'écran dans un silence absolu, tandis qu'ils continuaient leur mascarade. Chaque message apparaissait sous forme de fichier. Texte, images, audio, preuve de leur duplicité. Je m'efforçais de ralentir ma respiration, afin qu'aucun d'eux ne se doute de rien. Marin laissa échapper un léger rire tandis que Silu plaisantait sur la facilité avec laquelle je m'étais laissé berner en croyant que leur week-end était une visite familiale. Il me traita d'incompétente et de naïve, et Marin répondit par un émoji dédaigneux. Je cliquai sur chaque nouveau fichier avec une précision clinique, sauvegardant chaque fragment. Ils échangèrent leurs projets pour le mois prochain, leur réservation d'hôtel, leur dîner privé, leur dépôt caché et le compte offshore de Marin. Silu se vanta même d'avoir plaisanté sur ma mortalité. Tu serais déjà libre s'il n'avait pas survécu à cette opération. Une secousse me traversa à cette ligne. Une clarté froide et terrible. J'ai baissé le son de la télévision, envoyant le son au loin, pour n'entendre que les légères frappes et le léger aisément des données transférées. Les yeux de Marin se sont levés, sentant que quelque chose avait changé, mais lorsqu'elle m'a vu immobile, tel un fantôme sous les couvertures, elle s'est à nouveau détendue. La barre de progression s'est remplie et j'ai expiré brièvement. Puis j'ai touché chaque fichier, les faisant glisser dans un dossier nouvellement créé sur mon bureau ou commence ici. L'icône du dossier a clignoté, une déclaration d'hostilité silencieuse. Je l'ai vu remplir les images médicales de leur rendez-vous secret sous ma blouse d'hôpital. Les enregistrements vocaux de leur mépris murmuré. Les captures d'écran des commentaires moqueurs de Marin sur ma perte de poids et mon temps de convalescence. Chaque frappe résonnait dans ma poitrine comme si j'enfonçais des clous dans le cercueil de leur façade. Marin s'est levé et s'est approché de mon lit, l'inquiétude soigneusement exprimée sur son visage. « Tu avais l'air un peu pâle », a-t-elle dit d'une voix douce. Sa main effleura mon front. Je la laissai m'examiner, la tendresse de ce geste me piquant comme du sel sur une plaie. Silu se leva également, planant derrière elle. Le smoothie qu'il avait apporté plus tôt était désormais ignoré sur la table d'appoint. Il suivait ses mouvements d'un regard possessif, comme si elle était son trésor. Je laissai échapper le mensonge. J'étais trop fragile pour le remarquer, trop faible pour m'en soucier. Tandis qu'il planait au-dessus de moi, j'appuyais sur quelques touches supplémentaires. Le dossier regorgeait désormais de preuves. Tellement de fichiers que je pouvais à peine en lire les noms avant que le suivant n'apparaisse. Leur monde de secrets se dévoilait dans cette fenêtre. J'ai chiffré le dossier instantanément, lui attribuant une phrase secrète. Seule maçonne, et je savais. Puis je l'ai sauvegardé sur un serveur privé que j'avais configuré des mois auparavant pour parer aux imprévus. Personne ne pouvait effacer les preuves désormais. Elles flottaient dans le cyberespace, intouchables, attendant d'être déployées. Marin retira sa main et me tapota le bras d'un air vaguement rassurant. « Tu veux autre chose ? De l'eau ? D'autres couvertures ?» demanda-t-elle. Je levai les yeux vers les compteurs, le regard clair et fixe. Elle n'y découvrit que de la politesse. Aucune gratitude, aucune reconnaissance de la trahison qu'elle venait de révéler. Je m'approchai du pichet à côté de mon lit, versai de l'eau dans une tasse et sirotai consciencieusement. Ma gorge était serrée. Chaque gorgée me rappelait avec quelle insouciance ils avaient joué avec ma guérison. Silu s'éclaircit la gorge. « Faites-moi signe si je peux faire quelque chose », proposa-t-il en s'avançant dans sa posture de protecteur fraternel. Son regard se porta sur l'ordinateur portable, sur l'icône du dossier, palpitant comme un battement de cœur. Il a dû le voir, le reconnaître, mais n'osait pas parler. J'ai avalé le reste. De l'eau et reposé la tasse sur le plateau avec une précision douce. « Merci », ai-je dit d'une voix ferme. « Je vous tiendrai au courant. » J'ai fermé la fenêtre du dossier si rapidement qu'ils n'ont vu que mon fond d'écran, un lac serein à l'aube. Ils ont échangé un regard, l'incertitude se lisant sur leur visage pour la première fois. Je me suis penché en arrière, laissant la perche s'incliner et se stabiliser à un angle que j'avais mémorisé comme le point de vue idéal. « Je crois que je vais me reposer maintenant », ai-je dit en fermant les yeux. Ils ont hoché la tête et, d'un pas silencieux, ont quitté la pièce sans un mot de plus. Lorsque la porte a glissé, j'ai expiré profondément et les rouverte. La guerre commence ici. J'ai regardé la liste des dossiers, une litanie de leur trahison, et j'ai senti une satisfaction sombre me serrer la poitrine. Je me suis redressé, faisant attention à mon incision, et j'ai attrapé mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Mason. Terminé. On se voit demain. Il a répondu, compris. Bon travail. J'ai laissé le téléphone sur mes genoux pendant que je chiffrais le fil de discussion et l'envoyais dans le même dossier sécurisé. Puis j'ai classé les fichiers par date, par expéditeur, par gravité, tous les paramètres imaginables. Je cataloguais non seulement les preuves, mais aussi le récit de leur tromperie,
la chronologie de leur périté. Il ne s'agissait plus de guérison. Il s'agissait de justice. Le silence se fit dans la salle à l'approche de minuit. J'ai refermé mon ordinateur portable d'un léger clic et l'ai glissé sous l'oreiller. Mon téléphone est revenu en mode silencieux. La pièce était à nouveau sombre, mais chargée d'une énergie différente, une douce interrogation vibrait dans l'air. Je suis resté immobile, l'épuisement m'envahissant, mais mon esprit restait vif, cartographiant les aspects juridiques. Un cessez-le-feu, des gels d'actifs, des assignations à comparaître, et finalement la salle d'audience où je dévoilerai tous les dossiers de la guerre commence. Voici la pièce à conviction A. Le sommeil est venu lentement, mais lorsqu'il est venu, il m'a transporté dans des rêves exempts de doute ou de remords. Le nom du dossier murmurait dans mes pensées comme s'il résonnait dans un canyon. La guerre commence ici. Et c'était bien le cas. J'ai franchi la porte d'entrée de ma maison 2 jours après avoir croisé Marin et Silas sur le parking, et j'ai soudain réalisé combien de petites trahisons se cachaient entre ces murs. Un parfum familier de cèdre et de lavande m'a accueilli. L'effort de Marin pour que cet endroit sente bon la maison, même en mon absence. Dans le doux bourdonnement des systèmes de sécurité, des détecteurs de mouvement ponctuaient le silence qui avait remplacé les bips incessants de l'hôpital. Je berçais mon ventre d'une main, chaque pas adouci par la douleur sourde des muscles en voie de guérison, et j'utilisais l'autre pour m'appuyer contre le chambranle. Ils avaient dû supposer que je serais fragile, reconnaissante de revenir. Ils ignoraient que le fantôme de mon ancien moi avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus vif, de plus conscient, quelqu'un qui comprenait que l'amour avait un prix et que j'avais été forcé de payer le mien. Marin sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur une serviette impeccable. Ses yeux s'illuminèrent tandis qu'elle baissait les épaules, soulagée comme par un spectacle. « Tu es rentré » s'exclama-t-elle d'une voix aiguë et lumineuse. « J'ai apporté ta soupe préférée, la minestrone. Je me suis dit que tu aurais envie de quelque chose de léger. » Elle posa un bol fumant sur le comptoir, et je m'y adossa, devinant une faiblesse. Les rides aux commissures de sa bouche s'adoucirent tandis qu'elle m'observait. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Dieu merci, tu es de retour. » Je fermai les yeux, lui laissant croire qu'elle me berçait encore. Je murmurai « Merci », laissant ma voix rauque prendre un ton sincère. Silu apparut derrière elle, penché nonchalamment dans l'embrasure de la salle à manger. Il portait un sac de sport contenant les derniers gadgets que j'avais demandé à mon assistante d'apporter. Micro sans fil miniature, enregistreur de clé USB, caméra de surveillance compacte déguisée en objets ordinaires, détecteur de fumée, horloge murale, cadre photo. Il posa le sac par terre et sourit comme s'il me rendait un nouveau service, comme m'apporter ce smoothie aux choux frisés à l'hôpital. « J'ai tout ce qu'il te faut, » dit-il. « Dis-moi juste où tu veux que je les installe. » Son ton était léger, fraternel. Mais je sentais la question planer entre nous. Est-ce que je remarquerais? Est-ce que ça m'intéresserait? Ils croyaient que j'étais toujours le même homme qui leur faisait une confiance aveugle. Ils avaient tort. Je clignai des yeux vers lui, puis vers Marin, qui rôdait anxieusement à mes côtés. « Je suis trop fatigué pour penser à tout ça maintenant, » dis-je à voix basse, à l'image de leur inquiétude. Je m'avançai et posai une main sur ma tempe, comme si un mal de tête rongeait mon crâne bandé. « J'ai besoin de repos, » ajoutai-je. « Vous pourriez peut-être vous occuper du dîner et me laisser me détendre. » Marin hocha la tête avec empressement, et Silas me fit un clin d'œil complice. Ensemble, ils se retirèrent dans la cuisine, fermant la porte derrière eux. Je m'adossai au comptoir et regardai la poignée métallique se refermer avec un clic. Le silence revenu, je m'empressai d'agir. J'ouvris le sac de sport et inspectai chaque appareil. Les microphones étaient si petits qu'on aurait pu les cacher dans une plante en pot. Les enregistreurs de frappe se branchaient sur le port USB de l'ordinateur portable de Marin, enregistrant chacune de ses frappes. Les caméras miniatures pouvaient être fixées au soffet au-dessus de l'entrée du couloir, scrutant tout en dessous. J'éprouvais une pointe d'euphorie. J'avais instrumentalisé la technologie comme ils avaient instrumentalisé ma confiance. J'y ai rangé chaque objet. Un tiroir du buffet, écartant serviettes et set de table que j'avais laissé à Marin sans la moindre objection. Lorsqu'ils apparurent, bol de soupe à la main, leurs appareils étaient cachés, mais prêts à enregistrer. Ils me servirent dans la salle à manger, déposant un bol de soupe sur la table et s'asseyant à chaque extrémité, comme s'ils étaient mes fidèles gardiens. La table était dressée avec ma porcelaine de Chine au motif bleu profond, un héritage de ma grand-mère. Tout était parfaitement disposé, comme si nos vies tournaient encore autour de rituels polis. Je pris la cuillère avec une lenteur délibérée, la portai à mes lèvres et laissai le bouillon chaud baigner mes sens. Je goûtai ce mélange réconfortant de carottes, courgettes et tomates et ressentis une pointe de nostalgie. Mais ce goût était creux, car je savais que ce n'était qu'une façade de plus, une autre couche.
de performance. Tandis qu'ils parlaient tranquillement de mon programme de convalescence, je regardais leurs yeux se poser sur mon bol, sur l'horloge murale, puis sur les ombres sous la table. J'imaginais la répétition de leur repas. Leur propre conversation, sur la façon dont ils avaient préparé ce moment, feignant l'inquiétude, l'attention, l'innocence. Le micro que j'avais glissé dans la pièce centrale captait chaque nuance, chaque réconfort creux. Je les laissais parler jusqu'à ce qu'ils s'impatientent, puis me lever brusquement et m'excuser pour aller aux toilettes. Dans les toilettes, je verrouillai la porte et sortis mon téléphone, envoyant un message rapide à Tasha. Je suis rentré. Déployez-vous dès que possible. Elle était la seule personne en qui j'avais confiance pour m'aider à naviguer dans le monde numérique souterrain dans lequel j'attendais maintenant. Quelques minutes plus tard, je sentis un message arriver. Compris. Je m'en occupe. Je fermai les yeux et pressai ma paume contre le lavabo en porcelaine froide. La voix de mon ex-petite amie, autrefois la personne que j'avais aimée le plus au monde avant Marin, me parut désormais comme une bouée de sauvetage. Je retournai à table et ils se turent à ma réapparition. Je pinçai les lèvres en un sourire neutre et repris ma cuillère. Merci à tous les deux pour le dîner, dis-je d'une voix faible mais ferme. Je ne voulais leur donner aucun signe de vie. Je le savais. Ils se détendirent et reprirent leur conversation. Que les légumes de la soupe étaient bio. Que ma douleur semblait plus insignifiante maintenant que j'étais sorti de l'hôpital. J'ai vidé le bol, posé la cuillère sur le côté et dit « C'était parfait. » Merci. Après le dîner, je leur ai dit que je devais m'allonger. Ils ont rassemblé mes plats et les ont ramenés à la cuisine, empilant soigneusement les assiettes comme s'ils réparaient les morceaux brisés de notre vie commune. Je me suis attardé dans le salon, craignant la fatigue. La douce lueur de la lampe éclairait les photos sur la cheminée. Notre mariage, nos vacances en famille, nos vacances avec ma nièce et mon neveu. Des images de moments plus heureux préservés comme des fantômes et des cadres argentés. Je les ai contemplés et j'ai senti le frisson de la perte me serrer la poitrine, mais mes yeux n'étaient pas embués. Ils étaient froidement analytiques. Chaque photo était un indice supplémentaire dans l'énigme que j'étais déterminé à résoudre. Tasha m'a appelé le lendemain matin. Par ligne cryptée, elle m'a expliqué les données qu'elle avait collectées sur mes appareils. Transcription cryptée de conversations, relevé GPS des sorties nocturnes de Marin, horodatage des entrées numériques de Silus sur mon compte de succession. Elle a cartographié chaque supercherie sur une chronologie numérique que je pouvais à peine suivre, mais qu'elle a condensée en un seul rapport complet. J'ai tout imprimé. Et j'ai placé les papiers dans un classeur intitulé « Vérité ». Ce classeur était petit mais épais, témoignant de l'ampleur de 6 années de mensonges. Familiar. Vous devriez l'être. Vous y avez transféré des capitaux propres depuis 4 ans. Mon estomac a chuté. J'ai cliqué sur la diapositive suivante sur la feuille de dossier partagée intitulée Walia. Là, les signatures, mon nom ressemblait à des allocations stratégiques et à la protection des coquilles. Pointant une boîte aux lettres du Delaware, puis vers Silus. Il a forgé mon nom, dis-je. Tasha n'a pas répondu immédiatement. Non, Marin l'a fait. Elle a pratiqué votre signature. Nous en avons une vidéo à partir d'un fil de sécurité, votre ancienne étude, avant de rénover. Je me penchai en arrière, ma tête en se battant contre le cuir de ma chaise. Le souffle dans mes poumons est devenu fragile. Ils m'ont volé, murmurai-je. Ils ont construit quelque chose avec ce qu'ils ont volé, elle a corrigé. Les actions partielles de votre start-up, l'immobilier à Denver et Seattle, la société de conseil fantôme. Ils ont utilisé votre argent, vos relations, votre réputation et je ne l'ai jamais vu. C'est la chose à propos des angles morts, a-t-elle déclaré. Ils existent là où nous refusons de regarder. J'ai fermé les yeux, mais les images étaient toujours là. Silus avec son sourire suffisant lors de dîners de famille. Marin avec sa main sur mon épaule alors que je signais des papiers tard dans la nuit, murmurant, juste les mises à jour trimestrielles. Rien de majeur. Je les avais laissés entrer. Je les ai accueillis, je leur ai fait confiance, et ils avaient construit un empire de mensonges derrière mon dos. Mais ce n'était pas seulement la trahison financière qui m'a vidé. C'était l'intimité de celui-ci, la précision. Ils n'avaient pas simplement dormi ensemble et siphonné de l'argent. Ils avaient réécrit l'architecture de ma vie. Ils avaient compté sur mon absence, armé ma confiance et porté ma fidélité comme un déguisement. Chaque voyage d'affaires, chaque soirée de travail tardive, chaque fois que j'avais manqué un anniversaire ou un anniversaire en essayant de construire un avenir, je l'ai maintenant vu différemment. Je n'avais pas été absent. J'avais été ciblé. Je me suis levé, repoussant le bureau, arpentant le bureau dans un cercle lent et serré. La voix de Tasha est restée dans mon oreille. Il y a plus, a-t-elle dit, mais j'ai levé une main comme si elle pouvait le voir. Pas maintenant, dis-je.
J'ai besoin d'air. Je suis sorti sur le patio arrière, le début de l'air croustillant contre mon visage. Les lumières du jardin s'allument automatiquement. Marin les avait programmées pour briller de l'ambre doux au crépuscule. Même les lumières ressemblaient à un mensonge. J'ai regardé les haies coupées et le chemin que j'avais autrefois allongé en brique avec de la brique et je n'ai vu que pourrir sous la surface. Nous avions ri à l'époque, des bières ivres sous le printemps du soleil se sont disputées sur la couleur du coulis comme les frères. Je me souviens avoir pensé qu'il était la seule constante que j'ai et il l'était jusqu'à ce que je réalise que la constance venait d'être un masque pour le calcul. Mon téléphone bourdonne dans ma main. Un message de Tasha a confirmé utilisé pour acheter un condo au nom de Silly. Marin autorise l'acte. Un instant plus tard, un autre fichier est entré, des documents numérisés, des photos de la propriété et une image que je ne pouvais pas arrêter de regarder. C'était Marin debout à côté du signe d'un agent immobilier, sa main sur la poitrine de Siu. Les deux souriants comme cette nouvelle propriété était leur nouveau départ. Le tampon de date. Le même week-end, elle m'a dit qu'elle volait pour l'Ohio pour la douche nuptiale de son cousin. Je pensais que je pourrais jeter mon téléphone contre les briques. Au lieu de cela, je l'ai éteint et je l'ai glissé en ma poche. La colère ne m'aiderait pas maintenant. La colère était trop bruyante, trop désordonnée. Et c'était un moment pour la clarté, la précision, la preuve. À l'intérieur de la maison, je me suis assis à nouveau et j'ai ouvert mon cahier. J'ai commencé à écrire. J'ai noté chaque numéro de compte, chaque nom LLC, chaque voyage qu'ils avaient fait sous de faux prétextes. J'ai construit une chronologie, une carte, une stratégie. Mes mains se sont déplacées sans hésitation. Je ne planifiais pas la vengeance. Je préparais une remise en état de ma vie, mes actifs, ma voix. Et quand j'ai terminé, j'ai écrit une seule phrase au bas de la dernière page. Cela se termine par la vérité dans une salle d'audience et leur silence. Rien de moins. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle page. Je l'ai intitulée Post-marin. Ce serait une vie construite non pas sur ce que j'avais perdu, mais sur ce que je n'autoriserais plus. 6 ans de mensonges. Et maintenant, un homme armé de tout ce dont il avait besoin pour les exposer. L'ascenseur était sonné comme une cloche à rebours alors que je sortais sur le parquet de Carvé. Les mêmes couloirs que je marchais une fois avec une fierté se sentaient maintenant plus nets, comme s'ils avaient absorbé la vérité que je transportais et que je préparais l'impact. J'ai ajusté ma veste, me déplaçant toujours un peu plus lentement que d'habitude grâce à l'attraction persistante de l'incision sous mes côtes. Mais la douleur ne m'a pas arrêté maintenant. Si quoi que ce soit, cela m'a rappelé que j'étais toujours en vie et plus dangereux que jamais. Silsus était déjà dans la salle de conférence. J'ai vu sa silhouette à travers le verre givré, se penchant sur la table, géant comme s'il lançait déjà quelque chose. L'homme n'avait aucune honte. Il y a une semaine, il glissait sa langue dans la gorge de ma femme dans un parking à l'hôpital. Aujourd'hui, il portait un costume de marine sur mesure et essayait de convaincre mon conseil d'administration de Greenlight, une coentreprise qu'il avait dirigée pendant que je récupérais. J'ai inspiré lentement et j'ai ouvert la porte. « Ah, il est là !» dit Silas, son sourire tranchant. L'homme de l'heure. Il traversa la pièce comme un politicien, tendit la main, les yeux écarquillés avec une préoccupation performative. « Comment te sens-tu, grand frère ?» J'ai pris sa main, une prise ferme. Un rappel silencieux, je savais tout. « Je me sens concentré, » dis-je, laissant le mot pendre. Le conseil d'administration a murmuré leur bienvenue. Cette personne que j'avais triée sur le volet au cours de la dernière décennie, me regardant tout avec une subtile curiosité. Mon absence avait suscité des questions. Mon retour apportait des réponses. Silly a fait un geste vers une présentation numérique, s'arrêta à l'écran derrière lui. J'allais à nouveau sur la proposition. Extension dans les systèmes de suivi de l'énergie automatisée de la technologie verte. C'est l'avenir. Nous avons un financement sur la table. Et si Carvetech intervient maintenant, j'ai levé la main. Nous y arriverons, dis-je calmement. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois aborder avant de voter sur quoi que ce soit. Aujourd'hui. Silly cligna des yeux. Bien sûr, je me suis tourné vers Evelyne, notre secrétaire de l'entreprise. Evelyne, veuillez enregistrer la session d'aujourd'hui et la marquer comme une réunion d'actionnaires d'urgence. La documentation juridique suivra sous peu. Le front d'Evelyne se leva, mais elle hocha la tête. Compris. Silas Glauser Nervusement. Une réunion d'urgence? Depuis quand? Depuis le moment, j'ai découvert que mes actions avaient été transférées frauduleusement à une société Shell. Une société qui, lors de l'audit, remonte à une LLC enregistrée sous votre nom. Le sourire narquois de Silly se figea. Quoi? Je me suis tourné vers le conseil d'administration. Au cours des 2 dernières semaines, en se remettant d'une intervention chirurgicale,
J'ai effectué un audit approfondi de nos dossiers de capitaux propres internes. J'ai découvert que les actions partielles de ma participation fondatrice, des actifs que je n'ai jamais approuvés pour transfert, ont été redirigés vers une entité appelée Vexley Holdings. Les documents ont été signés sous mon nom. Forge. Voyant par Marin Carvé. Plusieurs membres du conseil d'administration se sont penchés en avant, resserrant les expressions. Attendez, vous dites votre femme? Un a commencé. Je dis que ma femme et mon frère, j'ai interrompu, conspiraient pour détourner la propriété de moi. J'ai compilé les preuves. Il a été soumis à notre équipe juridique dans la SEC conformément au statut de l'entreprise. J'invoque la clause 9.1, résiliation immédiate de l'accès aux parties prenantes, en épingle une enquête criminelle. Silu recula comme si je l'avais frappé. Vous réagissez de manière excessive, a-t-il dit rapidement. Marin vous aidait à gérer la succession. J'ai déjà révoqué sa procuration. J'ai dit à ce matin, et vous avez été retiré de nos systèmes il y a 30 minutes. Les informations d'identification, les appareils, les comptes de votre entreprise ont été verrouillés. Il regarda vers le tableau. Désespéré maintenant. Tu ne peux pas simplement je peux et je l'ai fait. Le conseil d'administration votera pour le formaliser, mais les protections sont déjà en place. Evelyne, si vous distribuez le paquet de preuves, elle a transmis des dossiers à chaque réalisateur, des captures d'écran, des journaux financiers, une signature forgée de Marin à côté des initiales de Silu. Le genre de preuve qui ferme pour de bon les portes. Silas a ouvert sa copie et a gelé. C'est fou, marmonna-t-il. Non, dis-je. Ce qui est fou, c'est penser que vous pourriez construire un royaume en utilisant mon nom, mon argent et ma confiance, et que je ne le découvrirai jamais. Il secoua la tête, la mâchoire se serre. Vous ne savez pas ce que vous faites. Cela brûlera tout. Alors peut-être que ça devrait, dis-je. La pièce s'est allée immobile. Darren Ling, notre directeur financier, s'éclaircit la gorge. Julian, c'est sérieux. Nous devons suivre les canaux appropriés, mais si cela est vrai, c'est une fraude à grande échelle. C'est, ai-je dit. Mais je ne vous demande pas de le licencier sur ma parole. Je vous demande de voter en fonction des preuves. Maintenant, un par un, ils ont voté. 7 yeux, 0 non. Silly ne parlait plus. Je suis sorti de la pièce sans regarder en arrière. Plus tard dans la soirée, je suis rentré chez moi pour trouver Marin à la table à manger. Une pile de papier se propage devant elle. Elle leva les yeux prudents. Silly a appelé, a-t-elle dit, comme si cela expliquait quelque chose. Je suis sûr qu'il l'a fait. Elle redressa son chemisier, essaya de s'asseoir plus haut. Je veux parler du compte de l'entreprise. Je pense que nous devrions renégocier mon nom sur les documents de la succession. Les choses ont changé, évidemment. Et je l'ai coupé. Votre nom a déjà été supprimé. Elle m'a regardé. Quoi? Procuration revocui. SECU. Son visage pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire. Elle se tenait, les papiers à la main, la voix se levant. Vous avez froid, vindicatif. Non, dis-je. Je suis précis. Vous pensez que me couper est justice après tout ce que nous avons construit ensemble? Je me suis rapproché, plus calme comme jamais. Nous n'avons pas construit cela. Je l'ai fait. Vous en avez siphonné. Vous vous êtes tenu à côté de moi, souri sur des photos, organisé des dîners, puis signé votre nom à côté de mes frères derrière mon dos. Vous aviez 6 ans pour choisir l'honnêteté. Maintenant, je choisis le silence. Sa voix craqua. Julian. Je suis passé devant elle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. Je suis allé à l'étude, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai appelé Mason. C'est fait, lui ai-je dit. Ils sont sortis. Mason était silencieux pendant un moment. Puis il a dit, vous n'allez pas en prison, et vous n'allez pas au tribunal sans victoire. C'est l'idée, j'ai répondu. Alors que je raccrochais, j'ai regardé par la fenêtre d'étude et j'ai regardé les lumières du jardin scintilleur. Pour une fois, ils ne faisaient pas semblant de créer la paix. Cette fois, ils ont marqué une ligne, une frontière. Maquillage était doux, prudent. Elle est entrée avec la confiance de quelqu'un qui croyait toujours qu'elle pourrait résoudre ce problème. Elle embrassa ma joue comme si rien ne s'était brisé entre nous. Tu as l'air bien, dit-elle. Plus fort. J'ai hoché la tête. La récupération arrive. Elle a pris son siège en face de moi, lisant sa serviette sur ses genoux. Je suis content que nous fassions ça. Je pense que c'est important pour nous tous. Je n'ai pas répondu, je regardais juste vers la porte. À 7h07, Silas s'est prolongé, les manches se sont enroulées comme un homme qui pensait que l'air autour de lui était le lui à commander. Il sourit à Marin, me hocha la tête.
Heureux que nous puissions enfin nous asseoir, a-t-il dit, sortant sa chaise et s'installant avec toute la facilité de quelqu'un qui se prépare pour un toast, pas un calcul. Le dîner a commencé par des plaisanteries, des chit-chats, des discussions de récupération et de nouveaux débuts. Silas a parlé de nouvelles entreprises, attendant juste les bonnes mains. Marin a offert des remords légers, masqués dans un langage vague. Les choses sont devenues déroutantes. Nous laissons le stress prendre le dessus sur nous. Ce n'est pas qui nous sommes. J'ai hoché la tête à travers tout, j'ai mangé lentement, j'ai laissé le vin respirer, j'ai regardé leur visage, écouté comment ils ont essayé de recadrer le passé, peignant au fil des années de tromperie avec des excuses aquarelles. Et lorsque le dessert est arrivé, une triple assiette de crème brûlée, expresso thor et un sorbet de framboise. Je me suis tenu et j'ai cliqué sur la télécommande. Les lumières se sont dimensionnées. Le mot projecteur à la vie. Glissez le premier. Une image haute résolution du parking de l'hôpital. Les lèvres de Marin sur la bouche de Silly, leurs mains s'enroulaient les uns les autres comme des adolescents pris dans une chaleur qu'ils pensaient être privés. Silu laissa tomber sa cuillère. Marin serrairit. La pièce se tait. J'ai encore cliqué. Diapositive 2. Une transcription de leur message est relevée directement de leur téléphone. Ils demandent toujours si nous pouvons prendre des vacances. Marin avait tapé. Réponse de Silly. Vous seriez déjà libre s'il n'a pas survécu à cette opération. Les mots étaient suspendus dans l'air comme un verdict. Diapositive 3. Les documents de forge, les transferts de propriété, les signatures qui correspondent à la mienne, forgées par la main de Marin, assistées par Silly, les records bancaires avec des dates, les transferts de câbles, les empreintes digitales numériques. Diapositive 4. Un papier en tête, la déclaration juridique de Masson, un cesser et s'abstenir, une ordonnance d'interdiction en mouvement et un procès préparé à aller de l'avant. Civil, criminel, les deux. Diapositive 5. Une photo prise quelques heures auparavant. Je suis assis dans le bureau d'un avocat, signant des papiers qui ont finalisé une fiducie immobilière complète. Un marin n'avait aucune prétention à la pleine propriété de mon entreprise, mes actifs et des avoirs transférés dans la protection juridique sous mon nom et les bénéficiaires qu'elle ne pouvait pas toucher. Marin halita dousement. Siyu a repoussé sa chaise, comme si la distance pouvait le sauver de la vérité. Je me tournai alors vers eux, calme alors que la pièce était froide. Vous vous êtes assis dans ma chambre d'hôpital, dis-je, la voix stable, pendant que je me remettais d'un couteau dans mon intestin. Et tu as souri. Vous avez tenu ma main, fait des blagues, apporté des smoothies, et pendant que vous priez, je ne me réveillais pas. Sius obrit la voce. Julian, non, dis-je. Vous ne parlez pas maintenant. Il l'a fermé. Je t'ai amené ici, j'ai poursuivi. Parce que je voulais que ce soit la dernière fois que vous vous asseyez en face de moi en faisant semblant d'être de la famille. La voix de Marin a craqué. Julian, nous ne pouvons que nous ne pouvons rien. Dis-je, les yeux sur les siens. Tu n'es plus ma femme. C'est en mouvement. Votre accès a disparu. Votre influence coupe. Votre avenir, votre vrai commence lorsque les retombées légales commencent. Silly se pencha en avant. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas, dis-je. Et je l'ai fait. Il claqua sa main sur la table. La seule pause dans le calme toute la nuit. Vous pensez que cela fait de vous le meilleur homme? Tu penses ça? Ce diaporama annule tout. Tu es juste amer. Tu es méchant. Je suis reculé de la table. Non, si. Je ne suis pas amer. Je suis propre. Je suis chirurgical. Je n'ai pas riposté avec des poings ou des cris. J'ai construit mon cas comme si j'avais construit mon entreprise avec discipline. Vous avez choisi des raccourcis. Vous avez choisi des mensonges. Vous avez joué tout ce que je vous ai donné. Et maintenant, vous vivez avec ce que vous avez gagné. Il me regarda, la poitrine se soulevant. Les yeux de Marin brillèrent. S'il vous plaît, dit-elle tranquillement. J'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas que cela se termine comme ça. J'ai hoché la tête lentement. Moi non plus, puis j'ai ramassé mon manteau. Merci tous les deux, dis-je en marchant vers la porte. Pour rendre cela facile. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand Silas a appelé après moi. Pas quand la voix de Marin a craqué en sanglots. Je suis entré dans le couloir dans le calme dès le calme de la soirée, et j'ai laissé la porte de la salle privée se fermer derrière moi. Ce dîner n'était pas pour la fermeture. C'était pour l'enterrement. Et je viens d'assister aux funérailles du dernier mensonge que je les ai jamais laissé me dire. Le monde de Silly a commencé à s'effondrer avant le lever du soleil. Le premier ton d'eau est arrivé à 6h41 lorsque sa carte-clé a échoué à l'entrée de Carvé. Il a glissé une fois, 2 fois. Le feu vert ne clignait jamais. La sécurité est sortie du stand, excuse, mais ferme. Votre accès a été révoqué,
Monsieur Carvé. Ces manifestations résonnaient dans le couloir, mais l'insigne n'a pas menti. À 7h15, le service informatique avait désactivé chaque diplôme de connexion lié à son nom. Sa boîte de réception était archivée, les appareils verrouillés et les privilèges de cloud se terminaient. Un email officiel de notre service juridique est arrivé quelques secondes plus tard, épinglant une enquête sur l'activité frauduleuse. Vous n'êtes plus autorisé à représenter ou à vous engager avec Carvé à quelque titre que ce soit. Il m'a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, le démêlage de Marin a été plus comme une démolition contrôlée. Lent, calculé et bien plus personnel. La voix de son père trembla quand il m'a appelé. « Julien, ma banque a juste gelé 2 comptes. Je ne peux pas ce qui se passe ? J'aurais pu mentir. J'aurais pu jouer stupide, mais je ne leur dois pas ça. Elle a forgé votre signature, Édouard, dis-je, simple et froid. Déplacez des fonds dans votre nom pour protéger les transferts. La banque l'a signalé comme suspect. Vous devriez parler à votre avocat. » Silence. Puis le bruit de la respiration attrapant à l'autre extrémité. Elle a utilisé mon nom. Elle l'a fait. J'ai confirmé. Plus tard dans la journée, j'ai appris que la famille de Marin avait prévu une réunion. Non, une intervention. Sa mère m'a envoyé un texto. Elle a menti à tous. Julien, nous ne savions pas, n'est-ce pas? Peut-être pas tout cela, mais j'avais appris que le silence était une complicité. Et pendant des années, ils avaient souri dans mon visage tout en laissant la pourriture s'engrer sous leur dîner parfait. À midi, des amis communs ont commencé à disparaître de leurs flux sociaux. Les gens qui avaient l'habitude de siroter des cocktails avec eux le vendredi soir étaient soudainement trop occupés. Les images organisées de leur vie volée ont commencé à se sécher. Les invitations se sont arrêtées. Les goûts ont disparu. Et puis est venue la tempête médiatique. Je ne l'avais pas prévu, pas directement, mais quelqu'un a divulgué les premiers dépôts de la SEC. L'enquête sur la fraude, l'audit interne. Un murmure silencieux du Carvé Tech Board probablement. Un journaliste du Harbour Ledger a pris le vent et a tendu la main. J'ai donné une seule citation, rien de plus. Mais le titre, le PDG de la technologie se remet de la chirurgie, découvre les liaisons et la trahison des entreprises par l'épouse et le frère, les détruit silencieusement. Il est devenu viral en moins d'1 heure. Au moment où les nouvelles du soir se sont déroulées, le visage de Silas était flou à l'écran, debout devant son bâtiment de condo, aboyant en téléphone tout en essayant d'esquiver les questions. Ce condo n'était plus le sien. Pas après l'exposition de la société écran et les actifs figés par ordonnance du tribunal. Marin. Elle est restée à l'intérieur. Pas de déclaration, pas de larmes devant la caméra, mais j'imagine que le silence dans sa maison de ville a dû résonner comme une cathédrale. Son dernier texte pour moi ce jour-là, je lis simplement « S'il vous plaît, pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, mais parce que je me souvenais enfin de ce que la paix se sentait. Et le silence, le vrai silence, était sa langue. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. Cette étape était passée. Ce n'était pas de la rage. C'était de la clarté. J'avais retiré les mains du volant il y a longtemps et les avais laissées conduire la voiture de la falaise. Tout ce que j'avais fait, c'était documenter la chute. La journaliste est arrivée à ma cabane à la Laque juste après l'aube, son enregistreur courant déjà, alors qu'elle montait sur le pont et prenait la brume qui planait au-dessus de l'eau. Elle s'est présentée comme Claire Mendoza de The Harbour Ledger. Et j'ai offert son café versé de la presse française que j'avais appris à utiliser après des années de voyage d'affaires. Elle hocha la tête avec appréciation et s'installa sur la chaise Adirondack que je suis parti pour elle. J'ai pris celui-ci en face, pliant mes mains sur mes genoux comme si je n'organisais qu'un invité plutôt que d'orchestrer un moment que j'avais prévu depuis la nuit où j'ai découvert la trahison. Elle a ouvert son bloc-notes et a souri avec gentillesse, attendant que je commence. J'ai inhalé, laissant l'air d'automne aiguiser mes sens. « Merci d'être venu », dis-je doucement. « Je veux faire sortir mon côté de l'histoire. » Son stylo planait. Où allons-nous commencer? Je me remettais d'une chirurgie majeure lorsque je les ai vus pour la première fois. J'ai commencé la voie stable. Ma femme et mon frère ont enfermé une étreinte illicite dans le parking de l'hôpital. C'était le point de basculement. J'ai décrit le choc initial, la voix calme que j'ai utilisée pour invoquer mon avocat, la prise de conscience que rien ne serait jamais pareil. Je la regardais griffonner, son visage impassif, mais ses yeux brillants. Au fil des jours, j'ai continué. J'ai rassemblé des preuves, des messages textes, des documents forgés, des sentiers financiers menant à des sociétés écrans secrètes. J'ai dit à Claire comment j'avais installé des caméras discrètes, synchronisé des sauvegardes cloud et recruté un expert en cybersécurité pour découvrir 6 ans de tromperie. Elle a demandé des détails, des dates, des montants,
des emplacements et j'ai répondu avec précision. Les séjours à l'hôtel à Napa pour lesquels ma carte d'entreprise a été facturée. Transfert de capitaux propres partiels à une LLC basée sur le Delaware. Les titres de la propriété ont signé en mon nom mais transférés au leur. Quand j'ai décrit la confrontation de la salle de conférence, elle s'est penchée en avant. La façon dont vous l'avez manipulée, chirurgicale est le mot qui est apparu. J'ai hoché la tête en sachant que c'était exactement ce que c'était. Exact, sans émotion, nécessaire. Elle fit une pause, puis a demandé « Vous êtes-vous déjà inquiété de devenir public ?» J'ai regardé le lac, la lumière du soleil dansant sur les ondulations. Mon entreprise devait être protégée. Ma réputation est bien. Les investisseurs avaient besoin de savoir que malgré la trahison, Carvetech est resté stable, concentré et honnête. Partager la vérité était le seul moyen de restaurer la confiance à tous les niveaux. L'épingle de Claire a cliqué sur un arrêt et les retombées. J'ai laissé échapper un rire tranquille. Silu a perdu sa position et son condo. Les comptes de Marin étaient gelés. Les relations avec des amis se sont évaporées. Mon conseil d'administration m'a soutenu. Les investisseurs ont doublé. Le récit est passé de la victime à Victor. Je m'arrêtais pour la laisser écrire. La vengeance n'était pas douce. C'était nécessaire. Il s'agissait de récupérer ma vie et de veiller à ce que personne d'autre ne doute de moi ou de notre entreprise. Elle a fermé son cahier et a souri. Merci, Julien. Ce sera une histoire puissante. N'était pas vide. Il a été accusé de but. J'ai préparé du café et transporté la tasse fumante au petit bureau dans le coin. Les pages vierges du cahier que j'avais laissé ouvert la veille. L'endroit où de nouvelles idées, de nouveaux plans prendraient forme maintenant que l'ancienne vie s'était effondrée. Mais d'abord, j'avais besoin d'honorer le silence que j'avais imposé. J'ai pris une nouvelle feuille de papier, je l'ai pliée en quartier et je l'ai placée dans une enveloppe adressée simplement à Marin Carvet. Pas de salutation, aucune explication, juste son nom en main et l'adresse de sa maison familiale. Ensuite, je l'ai mis de côté. En bas, le foyer a fait un clin d'œil avec des braises de la nuit dernière. J'ai porté la lettre de Camon, les 4 pages qu'elle avait envoyées, mendiant le pardon et je l'ai posée sur le mur de pierre bas. Mon souffle a pris un instant alors que je me souvenais des paroles de Tasha. La fermeture est une action. Alors j'ai allumé la lettre en feu et regardé chaque page se courber, noircie, puis s'effondrer en cendres qui dérivaient le ciel comme des confessions libérées. Lorsque seuls les flocons de charbon de bois sont restés, je les ai lancés dans la brise et j'ai senti le dernier de la charge de la charge. Je suis retourné à l'intérieur à mon bureau. Le classeur étiqueté La Vérité était assis perché comme un monument à 6 ans de trahison. Je l'ai ouvert une fois de plus, traversant les onglets. Hospital Kiss, Forge Transfers, Boardroom Coup Media. Des preuves qui avaient déjà été des armes gisaient désormais archivées, organisées, inertes. J'ai fermé le liant et les glissé dans le tiroir inférieur. Ils ne reverraient plus jamais la lumière, sauf en cours. La guerre avait été gagnée. Le calme qui a suivi était le mien à remplir. Les tâches du matin ont suivi. Couper du bois pour l'hiver prochain, inspectant les caméras de sécurité que j'avais installées autour du périmètre de la propriété. Même ici, l'isolement exigeait une vigilance. Mais maintenant, je ne suivais pas les conspirateurs. Je ne m'assurais que personne n'a empressé ma solitude. Chaque caméra clignote son voyant d'état pendant que je les vérifiais. Sentinelle silencieuse gardant les limites que j'avais tracées. À l'arrivée de midi, j'ai parcouru le sentier qui courtise autour du nord des lacs. La lumière du soleil a dansé sur les pins et la terre sentait la mousse humide et les aiguilles de pin. Je m'arrêtais sur l'ancien quai, les planches altérées qui grinçaient sous les pieds et s'asseyaient, les jambes pendant au-dessus de l'eau. Il y avait un rythme dans les ondulations que j'ai trouvé hypnotique, un rappel que la vie avançait en cycle, pas en ligne droite. Le passé a été réglé. Le chagrin avait sa place. Mais ici, je l'ai laissé s'éloigner à chaque souffle. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé l'enveloppe que j'avais adressée à Marin en attendant le comptoir de la cuisine. Je l'ai ramassée et je l'ai vu faire défiler dans le dos. Veuillez lire. J'ai tracé son écriture avec un doigt. La note à l'intérieur était simple. Des excuses, une admission de culpabilité, une demande de dialogue. J'ai glissé la lettre dans ma poche sans lire plus loin. Certains silences méritent d'être entendus mais ne répondent pas. J'ai préparé le dîner, un simple rôti et des légumes, et j'ai mangé à la table où 6 ans de souvenirs avaient été catalogués dans des cadres. J'ai effacé chaque photo du manteau, les empilant soigneusement sur l'îlot de cuisine. J'ai plaidé une dernière fois avec sentimentalité, puis je les ai emballés pour le don. Ils trouveraient de nouvelles maisons, je me suis dit avec des gens qui chérissaient l'honnêteté au lieu de mensonges. Alors que le crépuscule tombait,
j'ai ouvert la porte de la cabine et je suis monté sur le porche. Le ciel fleuri en orange et en violet, et le lac reflétait cette splendeur. J'ai inhalé profondément, l'air en insensé remplissant mes poumons. À ce moment-là, j'ai réalisé que le silence que j'avais gagné n'était pas le vide, mais le potentiel, une toile attendant de nouveaux coups. J'ai fermé les yeux, en écoutant le coup doux de l'eau contre le rivage, et je me suis senti entier. Plus hanté par des fantômes, seulement guidé par la promesse de demain.